les enfants. Il ne faut pas qu'ils partent avec les enfants. Donc, celui qui était là n'est pas là maintenant. Il a... Ouais, c'est lui. Il a essayé de le rattraper. Il lui a dit, les mots étaient tellement bien placés que je suis pu intervenir. Donc, merci. Merci. Je suis M. Ismaël Kané, professeur d'anglais au lycée moderne Nangué à Beauvoir. Je suis par ailleurs étudiant en sociologie, donc je m'intéresse particulièrement aux questions d'immigration. Et je souhaite donc faire un partenariat, si vous voulez bien, avec l'OIM, puisque je connais très bien l'OIM, c'est les compétences un peu de l'OIM. Et les questions d'immigration, de migration de façon générale, c'est une question importante. Seulement que nous, on ne comprend pas pourquoi c'est seulement maintenant qu'on s'intéresse à la question, parce que peut-être à cause du cas du petit qui a eu lieu très récemment en Côte d'Ivoire. Mais bon, il serait bien que l'OIM puisse institutionnaliser ce genre d'action pour que ça puisse porter notamment au niveau de toute la Côte d'Ivoire, mais pas que, au niveau de l'Afrique de façon plus large, et qu'on puisse avoir des institutions qui se chargent de ces questions-là véritablement à l'intérieur de nos établissements scolaires. Parce que cet exemple-là nous a montré que de façon générale, les questions de migration ne sont pas seulement limitées aux grandes personnes. Si ça arrive jusqu'à des personnes de 14 ans, ça veut dire que c'est un problème crucial et on espère que l'OIM va se pencher sur le cas de notre établissement pour qu'on puisse avoir de bien meilleurs résultats. Donc, bon travail à vous, à nous tous. On espère pouvoir apporter d'autres informations dans les échanges. Merci. Merci. Ça s'entend? Merci à tout le monde et pour ce tour de table. Comme ça, on a pu déjà commencer à échanger. Je voulais juste clarifier, alors que d'abord, on aura une petite partie informative, effectivement, où on va vous donner des informations et des statistiques, des données qu'on a pu vérifier à travers nos projets. On pourra avoir des échanges à la fin de cette première partie et une deuxième partie sera plutôt centrée sur la sensibilisation et sur votre rôle en tant qu'enseignant, en tant que personnel du corps enseignant, d'être les points focaux pour vos élèves. Mais aussi, effectivement, plusieurs d'entre vous ont souligné la spécificité de l'école pour les activités de sensibilisation. Et en fait, effectivement, ça arrive dans un moment où il y a eu cet épisode de la mort de petit enfant de 14 ans. C'est une chance, je dirais, que c'est arrivé en même temps. La tournée des écoles était déjà prévue avant et ces genres d'activités, c'est des activités qu'on fait déjà depuis longtemps. En fait, effectivement, avec cet épisode, l'attention sur la question et surtout sur le fait que c'est à partir des jeunes âges que les personnes décident de migrer, que nous a fait dire quand même que c'est important de faire attention aux écoles. Alors, je commence un peu à échanger avec vous sur le thème. Mon collègue pourra m'aider pour compléter mes informations si j'oublie des choses. Mais alors, je commence juste par vous présenter le projet.
le projet Aware Migrants, qui a un nom anglais. Le professeur d'anglais pourra bien traduire, mais peut-être tout le monde arrive à comprendre le sens des deux mots. Aware Migrants. Quelqu'un veut nous expliquer surtout ce qui veut dire aware. Bon, aware, c'est un terme qui traduit l'idée de volonté, de responsabilité, l'idée qu'on assume quelque chose, qu'on prend conscience de l'acte qu'on pose. Voilà. Merci. Effectivement, consciente. C'est comment le traduit en français, c'est migrante consciente. Et c'est en anglais parce que c'est un projet qui a lieu dans plusieurs pays, d'où des pays anglophones aussi dans la région. Et c'est un projet de sensibilisation pour rendre les migrants, les potentiels migrants, effectivement conscientes de ce qui sont les risques liés à la migration irrégulière, mais aussi les alternatives. Et les alternatives à la migration irrégulière peuvent être plusieurs. Déjà, une migration régulière, mais aussi la possibilité d'investir différemment, investir dans le pays ou dans d'autres genres de projets. Et comme vous voyez, c'est effectivement mis en place par l'OIM, mais en collaboration avec le gouvernement de la Côte d'Ivoire, et c'est financé par le ministère de l'Intérieur de l'Italie. Alors, on a parlé de l'OIM plusieurs fois. J'essaie de reprendre vite fait qui nous sommes et ce que c'est l'OIM. Alors, on a bien dit, l'OIM, c'est l'Organisation internationale. Quelqu'un veut compléter? Il y en a un autre. Organisation internationale des migrants. Je ne sais pas si c'est ça. Pas vraiment. On y est presque, mais c'est pas exact. Je pense que c'est pour les migrations. Voilà. Alors, est-ce que vous arrivez à voir la présentation? C'est un peu loin, mais ça pourrait aider. Alors, Organisation internationale pour les migrations. Et qui était présent ce matin a pu l'écouter, mais je le répète parce qu'on l'a bien expliqué aux élèves, mais pas encore à vous. C'est pour les migrations. Pour, c'est-à-dire que on est pro-migration. Et pour les migrations, à la place de la migration, c'est parce qu'on entend tous les sortes de migration. Et la migration, c'est un mouvement des personnes. Mais on peut avoir de l'émigration quand les personnes bougent vers l'extérieur d'un pays. On peut avoir l'immigration quand des personnes bougent vers notre pays. Ou on a aussi la migration interne. Il y a plusieurs types de migration. Migration aussi forcée ou migration volontaire. C'est pour toutes sortes de migration. Juste pour vous donner un petit détail d'histoire, était fondée en 1951, après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est la principale organisation intergouvernementale dans les domaines de la migration. Intergouvernementale, c'est-à-dire que, comme les Nations Unies en général, on travaille en collaboration avec les gouvernements des différents pays où on a des activités. On ne peut pas travailler si on n'a pas l'accord des gouvernements. Et on travaille en partenariat avec le gouvernement. Et en ce moment, il y a 173 États membres et 8 États qui ont le statut d'observateur. Et depuis 2016, est devenu partie du système Nations Unies, ce qui avant avait plus ou moins le même
fonctionnement, le même statut, mais n'était pas partie du système Nations Unies. C'est à partir de 2016. Et comme on a dit, vu que c'est l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM pense que les migrations, si effectuées dans le bon ordre et dans le respect de la dignité humaine, sont bénéfiques pour les migrants et pour la société. Mais on tient bien à souligner cet aspect, le fait que pour nous, les migrations doivent s'effectuer dans le bon ordre et dans le respect de la dignité humaine. Et du coup, on a différents types d'actions et différents rôles en tant qu'organisation intergouvernementale. Et ce qu'on fait, c'est contribuer à relever concrètement les défis croissants que pose la gestion des flux migratoires, du coup la gestion des migratoires en collaboration avec le gouvernement. Parce que ce que l'OIM fait, c'est pas de gérer nous-mêmes les flux migratoires, c'est pas notre tâche. C'est d'appuyer les gouvernements à mettre en place des systèmes pour mieux gérer et favoriser la compréhension des questions migratoires. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, par exemple, et en général dans les activités de sensibilisation. Aussi, promouvoir le développement économique et social à travers les migrations et ouvrir au respect de la dignité humaine et au bien-être des migrants. Donc, l'assistance aussi aux migrants, comme un d'entre vous a dit. Par exemple, ici, on a des programmes d'assistance à la réintégration des migrants de retour. Donc, des Ivoiriens qui ont décidé de rentrer au pays. En Côte d'Ivoire, l'OIM a ouvert ses portes et son bureau en 2001, parce que la Côte d'Ivoire est devenue un État membre en 2000. Et dans le pays, on a différentes sortes d'activités. Aujourd'hui, vous voyez qu'on est en train de mener une activité de sensibilisation, en ce cas de formation des professeurs, mais c'est une des activités de sensibilisation. Vous voyez, il y a des collègues qui sont des points focaux qui mettent on ouvre plusieurs sortes d'activités de sensibilisation dans les quartiers, des activités de rapprochement communautaire pour parler de ces thématiques. On a tout à fait le soutien au retour volontaire et à la réintégration des migrants de retour. On a aussi des activités de stabilisation communautaire dans les zones les plus vulnérables du pays, toujours quand il y a des migrants qui sont concernés, parce que sinon ça sort de notre mandat. Mais comme je viens de dire, migrants sont aussi les migrants internes, parce qu'on considère que la personne qui devient migrant a toujours une sorte de vulnérabilité. Parce que quand on quitte de chez nous, on ne connaît pas où on est en train d'y aller, même si c'est dans le même pays. Et du coup, ça peut arriver qu'il y a des situations de vulnérabilité aussi à l'intérieur du pays, et en général, plus encore quand on sort du pays. Il y a aussi des activités d'engagement de la diaspora, du soutien à la collecte et à l'analyse des données sur la migration. Et c'est ce que vous pouvez aussi voir dans tout le matériel informatif qu'on vous a donné. Des recherches sur le sujet. Et en même temps, il y a un soutien du processus de demande de visa pour le Canada. Ça ne veut pas dire que l'OIM fait partir les gens au Canada. Ça veut dire que l'OIM soutient le gouvernement du Canada dans différents pays pour la récolte des demandes de visa. On a un partenariat avec le gouvernement du Canada pour faire la récolte effectivement des demandes qui sont après traitées directement par le gouvernement. Donc là aussi, on essaye de clarifier certaines choses. Alors,
je vais essayer d'être plutôt vite pour vous donner un cadre de la situation migratoire de la région et du pays. Et aussi vous donner quelques détails sur la figure du migrant type ivoirien. Comme ça, vous pouvez avoir effectivement des données, des statistiques précises que vous pouvez utiliser si quelqu'un vous demande. Et aussi, c'est important, je crois, de essayer de s'éloigner de certains mythes ou fausses informations qu'on reçoit souvent ou qu'on entend. Et alors, si on parle de la situation migratoire, je vous pose une petite question. Et là, je ne sais pas si le micro est quelque part, comme ça, il peut répondre. Alors, ma question c'est, dans la région, donc en Afrique de l'Ouest, vous pensez que les personnes qui migrent vers où principalement? Quelqu'un, voilà. James Stallo. Bon, je pense que les personnes qui migrent en Afrique de l'Ouest se dirigent vers l'Europe, bien sûr, en passant par la région sahélienne, c'est-à-dire le Mali, le Niger, l'Algérie, la Libye, ou ensuite gagner le Maroc pour l'Espagne et l'Italie. C'est un peu le circuit que je vois à travers les documentaires et autres films que nous voyons à la télévision. C'est un peu ce que nous avons comme information. Merci. Tout à fait, c'est les informations qui arrivent. Mais si vous voyez, selon les statistiques qu'on a, entre 90 et 95% des migrations en Afrique de l'Ouest sont des migrations régionales, des migrations internes. C'est vrai que le phénomène de la migration vers l'Europe est beaucoup plus médiatisé. C'est ce qu'on entend. Mais ce n'est pas la plupart des migrations. Au contraire, je dirais. Et du coup, vous voyez, on peut dire c'est favorisé par l'existence de la CEDEAO. Parce que dans la région, on a quand même la possibilité de voyager dans plusieurs pays sans besoin d'un visa et de trouver du travail plus facilement dans des autres pays de la CEDEAO. Mais c'était pour commencer à détruire certains mythes. Et vous voyez aussi que la Côte d'Ivoire n'est pas vraiment un pays d'émigration, mais c'est plutôt un pays de destination dans la région. Vous savez bien mieux que moi qu'il y a plusieurs nationalités qui traditionnellement migrent en Côte d'Ivoire pour chercher du travail. Et c'est un des pays les plus riches de la région. Et d'où, effectivement, un pays traditionnellement de destination. On a donné quelques petits détails. Donc, il y a un grand nombre de migrants internationaux présents sur le territoire ivoirien, à peu près 2 200 000, qui représentent le 9% de la population totale. Et on a vu que plus de 5 millions d'individus de nationalité étrangère se trouvent sur le territoire. Comme vous voyez, là, c'est un peu petit, mais vous voyez le cercle jaune le plus grand, c'est sur la Côte d'Ivoire par rapport aux autres pays. En même temps, c'est aussi un pays de transit et d'origine de la migration. Et si on veut parler de la diaspora ivoirienne, on connaît qu'il y a 1,24 million d'individus qui sont en situation
régulière dans le monde. Donc des Ivoiriens qui ont migré régulièrement à l'extérieur, qu'on appelle la diaspora ivoirienne, et qui représente le 5,4% de la population ivoirienne. On a vu aussi qu'il y a eu une augmentation des migrations régulières vers les pays d'Afrique du Nord pour lesquels le visa ne sont pas requises, voire la Tunisie et le Maroc. Et aussi, en même temps, une augmentation des migrations irrégulières, sans les documents de voyage ou d'identité requises au sein de la CEDEAO et sans le visa requis hors de la CEDEAO. Donc il y a aussi quand même une tendance à partir sans les documents nécessaires. Et la plupart du temps, c'est parce que les gens ne s'informent pas ou soit ne reçoivent pas les bonnes informations ou simplement ils pensent que c'est trop difficile de partir de manière régulière avec les documents qu'il faut. Et alors, c'est plus facile d'essayer, de tenter la chance. C'est vrai que l'Europe est une destination cible. C'est pas faux. C'est juste pas la principale. Mais si on pense à l'Europe, l'Italie et la France sont les premières destinations finales cibles des migrants de retour ivoiriens. Pourquoi on parle des migrants de retour? Parce que nos statistiques sont faites surtout à partir des migrants de retour. Si on analyse la situation de migration irrégulière, parce que tout à fait, si on parle de migration irrégulière, c'est difficile de la tracer avant le moment où on rentre en contact avec ces personnes. Et pour nous, c'est surtout au moment du retour volontaire. Parce que c'est quand ces personnes nous demandent un appui pour rentrer au pays qu'on rentre en contact avec eux. Après, la migration irrégulière, c'est effectivement difficile à détecter pour le fait d'être irrégulière. Je fais juste un petit focus sur les routes migratoires irrégulières des Ivoiriens vers l'Europe, aussi selon les statistiques qu'on a. Et vous voyez qu'il y a la route aérienne vers le Maroc et la Tunisie, d'où on sait qu'il n'y a pas besoin de visa. Donc on dirait que c'est facile d'y arriver en avion avec avec juste le billet d'avion et des documents d'identité. Après, de toute façon, si on veut travailler, on a besoin quand même des documents qu'il faut pour avoir le permis de travail, pour rester, le permis de séjour. Et ça arrive souvent, selon les histoires qu'on entend, que les migrants se retrouvent en situation d'irrégularité après, ou ils partent en situation régulière, ils se retrouvent victimes d'un réseau des trafiquants peut-être, ou quand même un réseau d'exploitation de ces migrants qui sont partis avec beaucoup d'espoir vers des pays où ils pensaient trouver du travail ou la bonne chance. Les autres routes sont surtout par le désert, comme on a vu, et en passant principalement par le Mali ou par le Niger, ensuite Algérie et Libye. Quelques petits détails aussi sur le changement des trends, des tendances, effectivement. Le changement des tendances des migrations des Ivoiriens vers l'Europe. Entre 2015 et 2016, on a eu plus de 265 d'arrivées ivoiriens présumés en Europe par la RMC, c'est la route méditerranéenne centrale. Donc c'est là qui passe par l'Italie, RMC. Sinon, on a la route méditerranéenne occidentale vers l'Espagne surtout. Et oui,
Et par les deux routes, on a vu entre 2015 et 2016 13 000 individus de présumée nationalité ivoirienne. Le point culminant, on l'a vu en 2016, où on a enregistré 12 000 migrants se déclarant ivoiriens arrivés en Italie par la voie irrégulière. En 2017, les Ivoiriens étaient la troisième nationalité d'arriver sur la route méditerranéenne centrale, avec 10 000 Ivoiriennes, et la quatrième nationalité d'arrivée en Espagne, avec plus de 246% d'arrivées ivoiriennes présumées par rapport à l'année précédente. Parce que, comme vous voyez, un des défis de la migration irrégulière, c'est le changement de route. Parce que où les migrants voient que ça devient plus difficile, clairement, ils tentent une autre voie. Mais en 2018, il y a eu une baisse du nombre d'arrivées d'Ivoiriens présumés en Europe par les deux routes. Mais la Côte d'Ivoire, ça reste toujours dans le top 10 des nationalités des migrants arrivant en Italie, surtout. Environ le 5% du nombre total des arrivées en Italie. Et la deuxième nationalité subsaharienne. Alors, je peux dire que, effectivement, comme je viens de dire, l'Espagne devient la première porte d'entrée en Europe des migrants ouest-africains. Même si on continue à entendre par les médias pas mal d'histoires, surtout sur les arrivées envers l'Italie et à partir de la Libye, parce que c'est lié à la situation de la Libye, à la situation actuelle de la Libye. Et on ne sait pas qu'effectivement, la plupart des migrations sont des migrations régionales. Mais il y a aussi le problème, la difficulté liée à l'extrémisme croissant dans les pays voisins qui augmente les dangers liés aux migrations irrégulières. Et aussi, un des défis, c'est la collecte et l'analyse des données qui n'est jamais assez. Comme je viens de le dire, c'est vraiment difficile de tracer les parcours qui sont irréguliers. Donc, c'est vraiment difficile de se rendre compte de la portée réelle avec des données fiables pour ce qui est vraiment la grandeur des migrations irrégulières. Je prends une petite pause si vous avez des questions. Sinon, je passe à vous donner très vite aussi un peu le profil des migrants ivoiriens. Questions? Tout est clair? Oui. Ok, alors si tout est clair, je continue pour donner alors, le profil du migrant ivoirien. Alors, quelques petits détails. Pour le 78%, il s'agit des hommes et pour lesquels la majeure raison du départ est la recherche d'emploi ou d'opportunités économiques. Et sont quand même des personnes qui ont, pour la plupart, le 60%, financé leur voyage avec leurs propres moyens, avec un coût initial du voyage qui normalement part de 500 000 francs. Donc, ce n'est pas donné. Même la migration irrégulière. Et c'est juste le coût de départ. Parce que je n'ai pas trop vérifié dans les derniers temps, mais un ticket d'avion pour aller de Abidjan en Tunisie, ça peut coûter bien moins que ça. Oh, non, 240 000 francs, ouais, voilà.
Mais de l'autre côté, pour partir de manière irrégulière, c'est beaucoup plus que ça. Donc, ça fait partie aussi du manque d'informations sur les moyens de voyager et la façon de voyager de manière régulière plutôt que irrégulière. Il s'agit quand même des personnes, pour la plupart, alphabétisées, des jeunes hommes qui ont normalement entre 18 et 30 ans, d'où aussi le choix des écoles. Et c'est des personnes qui avaient déjà un emploi rémunéré avant le départ. Du coup, il ne s'agit pas des personnes au chômage, pour la plupart. On ne dit pas que c'est le 100%, mais selon nos statistiques, c'est le 86%. Les personnes qui avaient déjà un travail avant de partir. Et on a vu qu'il y a aussi une migration interne dans le pays avant d'émigrer de manière irrégulière vers l'extérieur, on dirait vers l'Europe. C'est juste le 26% de personnes qui sont effectivement nées à Abidjan et les résidents d'Abidjan qui sont partis parmi les migrants. Mais les autres, normalement, sont des personnes d'autres villes de la Côte d'Ivoire qui, avant de migrer, arrivent sur Abidjan. Ce sont des personnes qui passent un peu. Ce qu'on a vu, c'est aussi que pendant le parcours migratoire, les femmes peuvent changer la destination par rapport à la destination initiale qu'elle avait prévue, et surtout parce que elle se retrouve dans des conditions de travail et de vie très difficiles dans le pays de transit ou de destination, mais surtout par le fait de rentrer en contact avec les fameux réseaux d'exploitation. On a voulu faire un petit focus sur les femmes aussi parce que on voit qu'elles se retrouvent d'avoir une surexposition aux abus tout au long de la route et aussi une stigmatisation au retour. Là, on a reporté de citations des femmes qu'on a interviewées liées aux abus et à la stigmatisation du retour. Je voulais juste essayer d'avoir un peu vos opinions sur ça, pas forcément sur la question des femmes, un peu sur le profil des migrants, si vous avez aussi des questions, des opinions, avant de passer à la deuxième partie. Je pense que ce qui est aussi intéressant de retenir par rapport à vous en tant que pédagogue, c'est que même le meilleur élève de votre classe peut partir en fait. C'est pas nécessairement l'élève qui voit dans son avenir un désespoir. C'est aussi l'élève qui peut voir avec un raccourci une ambition de rapidement arriver à ses ambitions. Donc en fait, il y a vraiment plusieurs types de personnes qui migrent. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'on voit que sur les routes migratoires irrégulières, on trouve des diplômés qui auraient pourtant eu toutes leurs chances. On ne dit pas qu'ils y seraient arrivés, hein. Il y a un processus, chaque pays fait sa sélection en fonction de ses propres critères, mais c'est pourtant les personnes les mieux placées pour arriver à leur fin par la voie régulière. Donc on voit aussi qu'il y a aussi ce type de profil-là. Et même dans les personnes qui ne sont pas diplômées, on a vu qu'il fallait quand même une certaine somme pour pouvoir payer les passeurs. Donc ça, c'est quand même assez intéressant en termes de vigilance. Mais si vous avez des questions peut-être sur
je sais pas, des élèves qui sont partis ou des choses que vous avez pu entendre ci et là, vous pouvez les partager avec nous. Alors on peut continuer sur la suite. J'avais aussi oublié de dire que il y avait un questionnaire de préévaluation que je pense beaucoup d'entre vous ont déjà complété. Et quelqu'un peut passer le récupérer. Ce qui est déjà récupéré. Parfait. Merci beaucoup. Sensibilisation. Mais dans le même... Alors, on revient sur les raisons pour lesquelles on est là et sur le fait que on pense que ça soit très important que vous, en tant que référence des élèves, vous puissiez les sensibiliser tous les jours. Parce que nous, on est ici aujourd'hui, mais on reste pas. On vient ici, on essaye de vous donner un peu d'appui. Mais après, effectivement, c'est vous, les personnes qui restent en contact quotidien avec les élèves. Et du coup, on espère que la sensibilisation puisse continuer à travers vous. Et peut-être, pourquoi pas, s'il y a la volonté de créer même des clubs où on puisse continuer à discuter de ça, de ce genre de thèmes, avec notre appui en termes d'information, de matériel. Ce matin, on a diffusé, on a montré pas mal de vidéos aux élèves. Je vais vous montrer quelques-uns de ces vidéos aussi, et qu'on peut partager avec vous si vous pensez utile de continuer ce genre d'activité. C'est surtout des vidéos, des témoignages des migrants qui sont passés par la route irrégulière et qui parlent des risques et surtout de ce qu'ils ont vécu. Et entre nous, on a aussi des personnes qui ont vécu ce genre d'expérience et qui sont toujours à disposition pour partager leur histoire. Mais c'est important surtout d'essayer d'être clair sur les risques et les réalités de ce qu'est la migration irrégulière. Et on peut voir encore quelques chiffres, quelques statistiques réelles et voir aussi les faux mythes qu'on a sur ce genre de thématiques. Donc, pour ce qui concerne la migration irrégulière, on sait que chaque année, des milliards de vies sont sacrifiées dans le tentative d'atteindre l'Europe. Et en 2018, plus de 2000 personnes ont perdu la vie ou sont disparues en tentant de traverser la mer Méditerranée. Et alors que le nombre de morts dans le désert reste inconnu. Parce que la raison principale, c'est que dans la mer, c'est un peu plus facile de tracer par les bateaux, par la garde côtière, les gardes-côtes. Et d'où, dans le désert, c'est vraiment difficile de tracer. Et en même temps, la migration irrégulière, on sait que
mène à des violations des droits de l'homme. Et les hommes, les femmes et les enfants qui se trouvent entre les mains des passeurs sont souvent victimes d'abus et d'exploitation. Et bien que la traite des personnes soit illégale en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays comme le Niger, qui est normalement un pays de transit, beaucoup des migrants ouest-africains en sont victimes. On se retrouve victime de la traite des personnes. Et quelques chiffres. Entre 2014 et 2017, au moins 30 000 migrants sont morts dans le désert au Niger. Ce que je viens de dire, c'est difficile de tracer. Nous, on part du Niger parce qu'on a une grosse mission là-bas et on a pu constater ce genre de chiffres pour les migrants de retour. Mais entre janvier et juillet 2018, une personne sur 18 ayant tenté la traversée par la Méditerranée centrale est morte ou disparue en mer. Et un migrant sur 2 voyageant sur la route méditerranéenne centrale court le risque d'être victime de la traite. Parmi les migrants de retour interrogés par l'OIM en Côte d'Ivoire, 79% ont déclaré d'avoir été victimes de violences physiques sur la route et 63% d'avoir été détenus au moins une fois contre leur gré et 77% d'avoir subi une expérience pouvant être classée dans la catégorie de la traite. Ça, c'est pour vous donner quelques chiffres. Si vous vous retrouvez à parler avec les élèves, si les élèves vous demandent, et vous les avez aussi dans le matériel qu'on vous a donné, mais c'est des chiffres importants liés au danger de la migration irrégulière. Et aussi, alors, quelques mythes. Les idées reçues, souvent, on entend dire ça. Par exemple, une fois arrivé en Europe ou au Maghreb, il sera facile de trouver un emploi au salaire et conditions de travail décents. On a bien parlé de ça, c'est pas automatique. Et surtout parce que les migrants en situation irrégulière n'ont pas de droit au travail régulier. Aussi, d'autres faux mythes, c'est le fait qu'une femme enceinte puisse être facilement prise en charge à son arrivée en Europe en termes de logement, de services de santé, d'éducation et tout ça. C'est pas vrai. Mais ça sont les arguments utilisés surtout par les passeurs. Les passeurs qui essayent de convaincre les potentiels migrants à partir et à se fier d'eux. Aussi, un autre faux mythe, c'est la croyance pour laquelle un enfant né de parents ivoiriens en Europe obtient automatiquement la nationalité du pays de naissance. C'est pas forcément ça. C'est vrai que en France, dans le passé, il y avait le ius soli, le droit de sol, pour lequel, comme aux États-Unis, un enfant né sur le territoire français devenait automatiquement un citoyen français. Mais ce n'est plus le cas. Et dans presque aucun pays européen, c'est le cas. Donc, c'est aussi un des faux mythes. Aussi, un autre faux mythe, c'est le fait que les Ivoiriens dont l'OIM a facilité le retour de la Libye sont rentrés parce qu'ils ont été forcés. Ça, c'est un faux mythe sur les activités de l'OIM, à clarifier. Parce que, en fait, le programme d'aide au retour et à la réintégration, c'est un aide au retour volontaire.
On ne peut pas assister les retours forcés. Et c'est clair que la situation en Libye est difficile. Du coup, on pourrait discuter sur la volontarité d'un choix de ces gens, parce que dans une situation comme la situation de la Libye, s'il s'agit plutôt d'un retour qu'on appelle retour humanitaire, parce que les conditions sont vraiment très, très, très difficiles. Mais c'est pour ça qu'on est à disposition pour offrir l'alternative de rentrer au pays et de recommencer ici. Mais c'est pour clarifier que en ce moment en Côte d'Ivoire, on n'est pas parti des retours forcés, mais c'est toujours à travers les collègues de l'OIM qui se trouvent en Libye, par exemple, qui sont à disposition des personnes qui expriment le désir de rentrer. Et oui, le projet duquel je parle, c'est un projet qui est financé par l'Union européenne et qui a commencé en 2017 et par lequel on a soutenu le retour de presque 6000 Ivoiriens en 3 ans. Alors, j'essaie de vous donner un peu un témoignage. Comme ça, c'est pas juste moi qui parle, qui vous donne des informations, des statistiques, mais ça vient aussi des voix des migrants directement. Et ça, c'est partie des vidéos qu'on a montrées ce matin aux élèves. Donc, à vous. Bonne vision. Vous pouvez. Non? Je me souviens bien quand les autres envoient leurs photos depuis l'Europe comme pour dire on a réussi. Je me souviens que ma famille pensait me donner ainsi un futur meilleur. Ma mère m'a dit prends ça, c'est tout ce que nous avons. Je me souviens le type qui a organisé le voyage. Ça va être une balade, il disait. Et maintenant que je suis... Beaucoup de gens morts sur la désert. Il y a même un ami, il a fait un accident sur la route. Il n'était pas mort, mais l'arabe, il a risqué de nous dire qu'il faut la mer sur la terre. Mais on ne peut pas le contredire parce qu'il a son fusil. Donc, on a créé un trou pour le mettre là-bas. Même lui, il est en train de pleurer. Vous voulez me mettre sur terre, je ne suis pas encore mort. Mais moi, ce jour-là, je suis pleuré parce que je n'avais pas l'intention de le faire. Mais si on ne le fait pas, donc même nous aussi, on va être morts ce jour-là. C'est pour ça qu'on l'a mis sur terre et on a continué la route. C'est ça. Même si tu as de propre argent, ton argent ne va pas te venir. Même si on te donne des milliards, ils vont tout bouffer sur toi sur la route. Les Arabes, ils font rien là-bas si ce n'est pas pour faire commerce avec les gens. Avec les frères même africains qui travaillent avec eux. Lui que tu penses qu'il va t'aider, c'est lui-même qui va te vendre. Une fois que tu es arrivé à Tripoli, tu ne peux pas retourner. C'est là où on m'a arrêté. Bon, dans 9 jours, donc on m'a dit de payer l'argent. Parce que quand on te met en prison, il faut que tu payes l'argent. Même si tu n'as pas l'argent, on te donne le téléphone, il faut appeler quelqu'un qui va venir payer. Bon, c'est là,
ils ont commencé à frapper parce qu'ils ne croient pas que si je n'ai pas l'argent. Tout ça là, c'était gonflé. Parce que ça, les os étaient cassés. Mais tu vas attendre dans la bouche des gens, oh, on va partir ici, c'est comme ça là. Tout ça là, c'est faux. Tout ça là, c'est faux. Il y a d'autres là, tu penses que les parents pensent qu'ils sont en vie, ils ne vivent plus. Parce qu'il y a d'autres qui meurent dans la mer, il y a d'autres qui meurent dans les forêts, il y a d'autres qui meurent dans les déserts. J'étais d'abord étudiant en Tunis, étudiant en marketing management. Donc un jour, j'ai décidé sans vraiment grande information, j'ai décidé vraiment de prendre la route par la Libye. Bon, après, j'ai vu que ce n'était pas tout bon. Donc quand je suis rentré, je suis allé à l'OIM. Après ça, ils m'ont reçu, ils m'ont juste Et du coup, juste après ces deux vidéos, je voulais un peu recueillir des commentaires ou des réactions. Merci à toute l'équipe de l'OIM pour cette belle présentation et puis les statistiques qui peut-être qui ont éclairé un peu notre lanterne sur la question de migration et aussi la cartographie qui donne un peu les trajets et les différentes migrations internes comme externes sur le continent. Mais l'OIM en tant qu'un organe subsidiaire de l'ONU et qui ses actions dépendent des différents gouvernements qui adhèrent à leur charte ou à leur document fondateur. Je pense que en Afrique, le gros problème, c'est il y a un certain malaise. Il y a un certain malaise. La majorité de ces personnes qui vont à l'aventure, il n'y a pas que seulement des éléments négatifs. Au Mali, par exemple, les gens parlent deux fois de l'apport de la diaspora malienne dans l'économie. En Côte d'Ivoire, ici, ça a commencé à se faire ressentir quelquefois dans certaines communautés, surtout les communautés du Nord. Mais en réalité, et je pense que c'est peut-être ça n'engage que moi, mon avis, mais c'est un malaise qui envoie les gens. Personne n'est heureux ailleurs si ce n'est chez soi. Et ici, il faudrait que les organisations internationales que vous êtes aient le courage de dire à nos gouvernements, c'est bien leur politique publique qu'ils mettent à la disposition des populations qui font le malheur. Ce n'est pas autre chose. Vous avez eu l'occasion de vous déplacer quand vous avez, juste dans le cadre de ce projet, parce que vous avez dû voir les villes d'Aloa, Gagnoa, Bouaké. Je ne parle pas de d'autres villes du Nord. Hein. Moi, je suis du Nord. Ah, comment? Ah, vous êtes allé à Korogo. Bon, c'est un peu bien à Korogo, mais vous êtes allé à Touba, non? Vous n'êtes pas allé à Touba. Bon, alors, donc, ce que je voudrais dire, la disparité entre les différentes régions, quand tu quittes Abidjan, quand on quitte Abidjan, en réalité, la Côte d'Ivoire est finie. La Côte d'Ivoire est finie. À Bouaké, le problème de l'emploi va se poser. Il n'y a pas d'usine dans les autres zones. Les enfants qui se forment, la majorité des enfants qu'on forme ici, tout le monde espère avoir un concours pour intégrer la fonction publique, pour être fonctionnaire. Et l'État, lui seul, n'est pas capable d'employer tous les demandeurs d'emploi. Et on a une démographie assez claire ici. On sait que quand on regarde notre démographie ici, la classe de la jeunesse est plus large que la classe de la vieillesse, n'est-ce pas? Et le gros problème, c'est que la classe de la jeunesse dont on parle
Et le pourcentage, il y a un géographe ici, il pourrait peut-être, comment 60%. Et dans ces 67%, il y a vraiment une population active importante de la population ivoirienne qui est jeune. Et il y a une part importante de la population active qui fait que le problème d'emploi subsiste. Et par-dessus tout, les gens votent des gouvernements, votent des présidents, il y a des gouvernements qui s'installent. On voit, il y a des politiques, mais les politiques qui sont posées ne touchent pas réellement les jeunes. Il faut avoir le courage de dire. Ici, là, on appartient à la DREN, la première DREN de la direction régionale, la première DREN de Côte d'Ivoire. On est à quelques encalbures de la direction centrale. Mais vous voyez l'établissement? Le nombre pléthorique dans les salles. C'est-à-dire même l'enseignant ici volontaire, sa volonté ne peut durer que 3 semaines. Quand il fait 2 cours, 2 devoirs, il va à la maison, il sait qu'il a trop travaillé déjà. Alors, je veux dire, c'est un problème interne. Donnez-le, dites plutôt, vraiment, on fait partie de la population, c'est une belle occasion pour nous. On va profiter de ce micro, demander aux organisations internationales qui lancent des grands programmes. Oui, c'est un grand programme, parce que le problème se pose en Italie. Le gouvernement italien ne veut pas entendre de cette histoire de migration. On voit les agitations comment il s'appelle Salvini. La France qui fait le faux fuyant également pour cette question de migration. Les autres États de l'Europe qui veulent pas de cette migration, mais bon, comme ils ne sont pas les premiers touchés, se font passer pour des démocrates. Mais disons la vérité plutôt au gouvernement africain. C'est à l'intérieur, personne ne fera le bonheur des Africains à leur place. Vous voyez nos capitales? C'est Abidjan qui est là. Même à l'intérieur d'Abidjan, il y a des zones qui ne sont pas urbanisées. Pourtant, c'est ici le gouvernement. C'est peut-être gros pour une organisation internationale. On va dire, nous, c'est pas ça notre mission. D'accord, mais en réalité, le problème est là. On tourne autour, on fait des politiques. On ne touche pas réellement le problème. Le gros problème qu'on a ici, c'est même ces jeunes diplômés. Comment des jeunes diplômés peuvent se lever, aller se jeter à la mer? Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un qui a fait un baccalauréat, qui a fait des études supérieures, qui prend un circuit pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le privé, je vous en prie. Me permettre de dire c'est quoi alors qui ne va pas? Oui, mais c'est quoi qui ne va pas? Qu'une personne qui a un baccalauréat décide de partir de manière irrégulière plutôt que régulière. Nous, on n'est pas là pour empêcher les personnes de partir. On dit juste ce qu'on vient de voir, que partir par le désert et par la mer, la plupart du temps, c'est égal à la mort. Et c'est pour ça qu'on est là, pour informer sur les risques de la migration irrégulière, mais aussi sur les alternatives et les opportunités. Il y a plein d'opportunités ici. Moi, ok, vous voyez, si on peut échanger sur ça. Moi, je suis peut-être la dernière personne qui peut parler de ça, mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'opportunités ici. La Côte d'Ivoire, surtout dans la région, c'est un des pays où il y a vraiment le plus d'opportunités. Mais c'est que souvent, on essaye la voie, on veut la voie la plus facile. On n'a pas envie de s'engager sur le long terme, mais pas forcément parce qu'on n'a pas envie tout court, mais parce que
c'est humain aussi de dire « Ah, mais j'ai entendu que comme ça, c'est plus facile. » Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est vrai. Du coup, un gamin qui entend que c'est hyper facile d'aller en Europe, devenir footballeur, gagner plein de milliards sans étudier, et en passant avec des copains, on ne sait pas comment, mais juste parce qu'il était convaincu par un passeur, c'est humain qu'il décide de partir, mais parce qu'il n'était pas informé et parce qu'ils lui ont proposé un choix qui était un choix facile. Mais du coup, je pense que c'est ça aussi votre rôle, de dire aux enfants que c'est pas forcément la voie la plus facile, la bonne voie, et le choix qui peut amener plus loin. Après, ça c'est mon opinion. Mais je sais pas si alors, tu veux... même, je reviens un peu là-dessus parce que ce n'est pas... Je ne connais pas bien le domaine des enfants qui vont en immigration, mais je connais plutôt... je suis un peu plus au courant sur les gens qui ont pratiquement mon âge, qui essaient de travailler, qui essaient d'avoir des emplois ici. Ici, moi, j'étais au privé déjà avant. Je n'étais pas fonctionnaire. Je faisais des affaires, j'avais une entreprise qui marchait bien. Si vous permettez que je parle de mon cas, hein. Voilà. J'avais une entreprise qui marchait bien. Mais comment je me retrouve fonctionnaire? Pour quelqu'un qui a une entreprise qui marchait bien, vraiment qui faisait un bon chiffre d'affaires, comment tu te retrouves fonctionnaire? Mais le système de marché, tu peux te retrouver en train de claquer tout ce que tu as économisé pour acquérir un marché, et puis hop, un voyou qui passe par là-bas, je sais pas, par le truchement de quelle administration, qui peut s'accaparer de tes marchés. Et tu as les impayés. Tu as plein d'impayés, plein d'éléments. Donc, il y a la condition même politique ici. Quand je dis politique, je parle pas de la politique politicienne. Je parle de la politique en tant que programme. Les programmes mis en place aujourd'hui pour que les gens bénéficient. Même au niveau des informations. On a l'information comment? Même lors d'un forum, pour avoir les informations, ils disent qu'ils font des programmes pour que les jeunes s'installent, pour financer les jeunes, machin. Bon, ils le disent à la télé. Mais par quel portail accepte-t-on? On a posé la question au ministre Abdraman, qui était ministre du budget à l'époque. Il dit non, on a les informations sur le site du ministère. D'accord. C'est quel site du ministère qui n'est pas accessible depuis 1960, on a un canal d'information. Quand on a un canal d'information qui est accessible à tout le monde, on a certains journaux qui sont là depuis 1960, que tout le monde visite sans même faire exprès. Si je peux me permettre, peut-être qu'on s'éloigne un peu des non, enfants on s'éloigne pas. élèves. Non, on s'éloigne pas. Non. C'est un éclaircissement, monsieur Lumumba. Non, je suis d'accord. En fait, oui. Je suis d'accord que le sujet est absolument global, oui. qu'il est complexe et que toutes les composantes, tout le tissu économique peut expliquer pourquoi est-ce que certaines personnes qui se sentent dans des situations défavorables et sans perspective d'avenir puissent prendre la route. Ça, je suis d'accord. On peut revoir tout ce système économique-là. Mais là, je veux juste me focaliser sur les premiers points que vous avez donnés sur la migration. Oui. Sur la migration. Vous avez parlé de diaspora positive, n'est-ce pas? Oui. Yeah. Sur ce point-là, je peux vous répondre, on est absolument d'accord. La diaspora peut tout à fait être positive si elle-même est partie dans des bonnes conditions pour pouvoir venir en aide aux personnes qui sont au pays. L'Éthiopie l'a fait, le Ghana le fait, le Nigeria le fait. Les sommes qui reviennent, au lieu de se contenter d'arriver directement dans les foyers, ce sont des sommes qui peuvent être directement investies au pays. Ils ont des fonds publics nationaux qui sont faits pour ça, ça fonctionne très bien. Donc effectivement, la diaspora peut être positive. Vous avez parlé d'emploi. Vous êtes revenu sur les questions de l'emploi. Je pense que dans la démonstration qui a été faite, vous avez vu que partir représente déjà un certain budget. Donc quand on parle des personnes qui partent, on parle de personnes qui ont été en mesure de déjà rassembler un certain capital. On a vu dans nos études
que la plupart de ces personnes-là avaient déjà un emploi rémunéré. Je ne dis pas que ces personnes-là roulaient sur l'or, je dis que ces personnes-là avaient un emploi rémunéré qui les permettait de subvenir à leurs besoins. D'accord ? Ça fait partie des choses qu'on a essayé de déconstruire tous ensemble, et c'est la raison d'être du point qui a été donné. Donc, c'est de dire que pardon ? De faux mythes, ouais. De faux mythes. Elle a développé, non. Je veux dire qu'elle a développé un aspect sur les faux mythes qu'il fallait déconstruire. C'est ça. Et c'est la raison pour laquelle je reviens sur cette question-là de l'emploi. Dire qu'il y a un emploi, je ne peux pas me lever ici et dire qu'il n'y a pas de problème d'emploi en Côte d'Ivoire. Je dis juste que sur la question de la migration, il y a l'emploi n'est pas le seul facteur. D'accord ? Maintenant, on peut débattre ensemble sur comment améliorer l'emploi en Côte d'Ivoire, comment améliorer l'accès à l'emploi. Je pense que c'est un autre débat. Nous, notre rôle ici, c'est de dire quel est le rôle direct de l'emploi sur la question de la migration. Et ce qu'on a essayé de vous démontrer, c'est que il faut faire attention parce que on a des gens qui travaillent, qui sont également consultants avec nous, qui sont d'anciens migrants, qui, comme vous, avez une entreprise. Ils ont vendu cette entreprise pour partir. Ils ont pris, il y a des gens qui prennent leurs 2 millions, ils partent. Des gens qui ont des diplômes. Donc, il y a aussi une question de mentalité et une fois qu'on a parlé de la mentalité, on ne peut pas s'arrêter là. C'est mon prochain point, c'est la désinformation. C'est le rôle du passeur. On se dit que on donne des informations comme quoi, dans cet ailleurs-là, on peut plus rapidement se développer. D'accord ? J'aimerais aussi revenir sur un point. Vous avez parlé du gouvernement, n'est-ce pas ? Donc, comme vous nous avez appelé à tenir un discours franc avec le gouvernement. Et effectivement, je pense que ça fait partie de nos responsabilités. En revanche, ça ne fait pas partie de nos responsabilités de venir donner la leçon au gouvernement. Nous sommes invités en Côte d'Ivoire, pays souverain. Invités en Côte d'Ivoire, pays souverain. Nous ne pouvons pas nous substituer au rôle de l'État. En revanche, il est de notre responsabilité d'appuyer l'État. C'est ce que l'on fait à travers notamment nos programmes d'appui aux agences emploi jeunes. On essaye de renforcer les capacités des agences emploi jeunes afin qu'elles puissent vraiment implémenter leur mission, qu'elles puissent remplir leur mission. Ce matin, il y a une dame de l'agence emploi jeunes qui est venue. On m'a d'ailleurs expliqué que c'est une dame, quand elle est arrivée à l'agence emploi jeunes, je parle sur le contrôle de SACO, quand elle est arrivée à l'agence emploi jeunes ici à Djamé, cette agence emploi jeunes n'était pas encore très structurée. Elle a vraiment structuré cette agence emploi jeunes et ça commence à apporter ses fruits. Donc, c'est ce type d'appui-là que nous, on peut apporter. Donc, j'insiste sur le fait qu'on ne peut pas se substituer à l'État. Non, si vous permettez, oui. Premièrement, je ne suis pas en train je n'encourage même pas l'immigration, même l'action positive de la diaspora, je l'encourage pas. Parce que de toutes les façons, il faut que ce soit les Africains eux-mêmes qui développent, qui rendent leur pays comme un Eldorado. D'accord? Parce que c'est les Européens. Les Européens ont eu aussi, dans l'histoire, ils ont eu des problèmes. Ils sont restés chez eux. Ils ont travaillé. Il y a eu de l'immigration aussi vers d'autres pays. Mais ils sont revenus. Ils ont travaillé dans leur pays. J'aimerais que ce soit pareil. Mais ça ne sera pas pareil si vous, en tant qu'organisation internationale, qui voyez les problèmes de façon vous qui êtes l'œil technique du gouvernement mondial, vous ne pouvez pas dire à un gouvernement que effectivement voilà le problème. Le problème c'est tes politiques publiques en matière d'emploi, en matière de formation. Ça cause un problème. Vous allez faire beaucoup d'actions, d'accord, beaucoup de missions, d'accord, on est d'accord. C'est vrai, vous agissez. Mais ici, ce qui est criard, c'est la modélisation, c'est-à-dire ce problème-là aujourd'hui, dans un gouvernement, je dirais, qui veut prendre à bras le corps véritablement le problème, on sait tout de suite que c'est un problème social qui est en train de prendre une forme politique, dans le sens des politiques publiques. Et une médiation doit être faite et trouver une vraie solution adaptée aux jeunes. C'est comme ça, c'est-à-dire c'est de conceptualiser la chose. C'est pas de donner l'agence emploi jeunes là. Il y en a chez moi au village.
Mais seulement, il n'y a pas d'emploi là-bas. Il n'y a que des champs là-bas. Donc, pour vous dire que il faut dire les choses telles que vous les sentez dans les pays. L'action que vous faites là, même je doute fort bien qu'il y ait un gouvernement, il y ait un département ministériel qui s'est levé, fait ces études-là, pour avoir ces statistiques-là. Donc, il s'agit de les amener à savoir qu'ils doivent mettre des politiques bien concrètes. Mais sinon, ce que vous allez faire là, c'est vraiment sommaire. Ah, c'est vraiment, il faut dire la vérité, quoi. Il faut dire la vérité. C'est vraiment. Hein? Non, mais bien sûr, M. Batté, effectivement, ça reste à encourager. Je pense que si on peut donner la parole à Voilà. quelqu'un d'autre, de notre côté. Merci beaucoup. Je me représente encore une fois, c'est M. Batté. Voilà. Merci pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'initiative reste à encourager. Mais dans les informations que vous nous avez délivrées tout à l'heure, il y a une autre forme de motivation de la migration. Je crois que tout à l'heure, dans votre intervention, vous avez brossé cela. La migration motivée par les sportifs. Ouais, aujourd'hui, dans presque tous les quartiers d'Abidjan, il y a des écoles de football. Il y a des passeurs qui s'érigent en entraîneurs de football. Ils créent des écoles, ils font rêver les enfants, ils les amènent à l'étranger. Et ça aussi, vous n'avez pas suffisamment parlé de cela. Parce que cette année même, à la fin du premier trimestre, je crois que j'ai un élève de terminale D. Voilà. Il va aller au Qatar en passant par le Sénégal d'abord. Vous voyez, on a tout fait pour le. Nous, on n'avait pas cette formation-là, mais avec le peu de moyens, avec ce qu'on a vu à la télévision, on a tout fait pour le dissuader, mais il est parti. Donc, vraiment, je vous encourage, mais il faut suffisamment parler de ça aussi. De ça, on a bien parlé avec les élèves ce matin, tout à fait. Et on a aussi une vidéo qu'on n'a pas montré cet après-midi, mais c'est une vidéo spécifique sur l'histoire d'un footballeur ou quand même une personne qui rêvait de devenir footballeur en Europe. Ouais, surtout, il est parti en Tunisie, mais il est tombé victime effectivement d'un réseau d'exploitation. Et on a bien parlé de ça, on se rend compte de la problématique, surtout liée aux espoirs des jeunes. Mais c'est, comme je disais avant, le fait de voir des solutions faciles pour avoir tout de suite beaucoup d'argent en jouant au football. Mais c'est pas pour... Moi, je pense que c'est pas le cas de criminaliser le football en soi. C'est pas ça. Il y a beaucoup d'aspects positifs dans le football, de garder les gens ensemble, mais c'est vrai que ça peut être risqueux de le voir comme une solution facile. Mais c'est effectivement ce que je tenais à dire, surtout pour insister sur votre rôle d'éducateur, pour passer le message aux élèves, aux enfants, que c'est pas la solution la plus facile, la solution de succès, la solution qui les amène à réussir. Parce qu'on a parlé, vous avez parlé, j'ai entendu le mot plusieurs fois, de réussir ici, réussir ailleurs. Ça veut dire quoi? C'est juste d'avoir beaucoup d'argent facile ou quoi? Je sais pas. Mais c'est aussi vrai que c'est par le fait qu'il y a des personnes qui ont réussi qu'il y a le mythe. Oui, oui. Mais c'est votre rôle, le rôle d'expliquer que c'est pas parce qu'une personne sur 1 milliard a réussi que tout le monde va réussir. Oui, il y a l'aspect le point de vue de la société dans laquelle l'individu, le prétendant au départ évolue.
Et je crois que dans son propos liminaire, il a évoqué cela sans aller en profondeur. Aujourd'hui, le jeune qui ne cherche même pas pratiquement à aller de l'autre côté, comme on le dit, à aller derrière l'eau, je crois qu'il est traité par exemple, je peux dire de paresseux. Et quand il va avec, quand il revient, vous l'avez pratiquement souligné dans vos brochures ici, il est mal vu par la société. Est-ce qu'il ne faut pas former à la base pour que la société même change de manière de voir la migration? C'est en cela qu'il y a parlé des sportifs, de tous ces passeurs qui se transforment en promoteurs sportifs pratiquement. Qui ne sont pas, c'est-à-dire amener, c'est vrai, le football n'est pas mauvais en soi, mais il faudrait que ces enfants-là intègrent, je peux dire, les moyens légaux pour pouvoir jouer au football. Il y a des centres de formation légaux qui existent, mais tout ce qu'on voit dans les quartiers, et là je le rejoins, pourquoi ne pas sensibiliser nos politiques à fermer tous ces centres fictifs? Ce n'est pas les écoles fictives seulement qu'il faut fermer. Tous ces centres fictifs de sport, même à travers la musique aussi, les vendeurs d'illusions à travers la culture aussi, il y en a. Voilà. Je crois que les collègues en éducation musicale, en AP, sont là pour peut-être appuyer cela. Donc, il faudra travailler sur la base. Je crois que c'est ce que vous faites. Mais nous, je crois que notre maillon, là, l'échelle que nous occupons, je crois que c'est pas l'échelle, disons, c'est pas le maillon de la base. C'est la société, les parents, le village, ici, en Afrique, le village d'abord. Dire que l'enfant qui ne va pas forcément même à Abidjan, c'est pas un paresseux. Il peut réussir au champ. Il peut même être plus à l'aise qu'un fonctionnaire. Je vous remercie. Beaucoup. Merci. Je suis Sila Suleiman. Je suis point focal référent à Abidjan et en même temps aussi agent du ministère de la promotion de la jeunesse au niveau de la direction de l'emploi jeune. Je coordonne les activités de l'emploi jeune au sein de l'université de Cocody. Je voulais juste, en tant que point focal, référent, donner quelques informations aussi. Tout à l'heure, vous parlez des activités au niveau de la base, pour vous dire que avec les autres représentants point focal Abidjan aussi, et que ce soit à l'intérieur, on a des séances de sensibilisation, pas seulement dans les établissements, mais dans des grains, parce que vous le savez très bien que c'est surtout au cours des grains, c'est-à-dire pendant les grains de thé, que les gens se disent beaucoup de choses. Mais ce qu'on a retenu pendant ces 3 ans, 4 ans en tant que point focal, on a retenu comme quoi c'est surtout les informations que les uns les autres se partagent dans les quartiers qui motivent plus les jeunes à sortir. C'est vrai, la question de l'employabilité, la question du chômage, etc., ça se répète partout, mais c'est surtout l'information. Et tout à l'heure, Marina vient de donner des informations comme quoi les uns et les autres ils pensent, surtout les femmes, parce qu'on a eu à échanger beaucoup avec les femmes. Elles disent que voilà, et quand elles-mêmes veulent avoir un peu de grossesse ici et puis aller accoucher en Europe, et puis voilà, avec ça, l'enfant devient automatiquement français, américain, ainsi de suite, et c'est ce qui les motivait à sortir. Il y a une même qui a témoigné que voilà, c'est comme ça qu'elle les voyait, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Et j'ai pris juste le micro pour parler de la question, entre parenthèses, des actions de l'emploi jeune, qui aujourd'hui, par la grâce de Dieu, parce que tout à l'heure, quand monsieur intervenait, il a parlé de Touba que je connais bien, et du passage, je salue son mec Doumfis, parce qu'on a mené des actions aussi, bien sûr, à Touba, pour le compte de l'agence emploi jeune. Et je pense que vous pouvez voir les statistiques, bonne et due forme des actions menées de l'agence emploi jeune, parce que je pense plus, vous en tant que éducateur, enseignant, professeur, c'est encore plus facile de voir les statistiques de ce qui se passe, parce qu'un jeune, une personne peut se lever pour dire mais il n'y a rien qui est fait.
c'est facile à dire, mais c'est quand même plus facile encore à vérifier sur le terrain ce qui est aussi mené comme action. Et vous allez voir, pour cette année, pour l'action AJ2, il y a plus de 1000 personnes dans la région, mais principalement pour la commune de Touba. Et je vous laisse aller vérifier aussi les actions qu'on a pu mener pour le compte de l'Agence Emploi Jeune. Et aujourd'hui, il y a des besoins en termes de permis. Je donne tout simplement pour la question de Touba. Au niveau national, il y a d'autres actions. Et pour dire que tout ce que l'Agence Emploi Jeune, c'est à 0 francs. Aujourd'hui, vous connaissez le coût des permis. Je ne parle pas des personnes qui font des ONG qui donnent 30%, non, c'est à 100% financé par l'Agence Emploi Jeune. L'action aussi a été menée à Touba. Pour le cas de réqualification, formation, orientation, c'est des cas aussi qu'on a pu mener pour plus donner quelques rudiments aux jeunes. On ne peut pas, c'est pas possible d'insérer tout le monde. Bon, on essaie de donner quelques orientations à ces personnes-là, ces jeunes-là, pour dire que la base c'est d'abord ici, et puis bon voilà, et la suite ça peut arriver. Et donc c'est ce que je voulais juste dire, que effectivement avec l'appui de l'OIM, pour le mois passé, avec l'Agence Emploi Jeune, l'OIM avec l'Agence Emploi Jeune bien sûr, peut financer plus de combien de projets pour des jeunes de Daloa et d'autres jeunes d'Abidjan, d'autres localités aussi. Pour dire effectivement qu'il y a quelque chose qui s'est fait. Je voulais juste m'arrêter là pour dire qu'on a toujours besoin de vos suggestions, des critiques aussi qu'on essaie de prendre toujours pour plus améliorer le travail qui est déjà fait sur le terrain. Et où je vais peut-être m'arrêter, on a besoin de surtout répéter aux personnes, aux professeurs, aux enseignants, à tout le monde, pour dire que l'OIM ne travaille pas pour empêcher les uns des autres à voyager, plutôt sensibilise la population sur l'immigration, c'est-à-dire la migration irrégulière. Et voilà, c'est sur ça que nous travaillons en quelque sorte. Merci bien. Alors, simplement pour vous dire, donc, on vous a passé des formulaires de post-évaluation. On vous laisse les remplir et on peut prendre d'autres questions et d'autres témoignages. Monsieur avait demandé la parole avant, je pense. Merci bien. Je souhaite rebondir juste sur la dernière phrase de mon prédécesseur pour dire que l'OIM n'est pas une structure qui se substitue à l'État, aux États africains ou encore moins les États dans le monde, mais il a des objectifs clairs que peut-être au début des formations sur lesquels il faut insister beaucoup pour ne pas qu'on fasse d'amalgame. Ensuite, il me semble opportun qu'on a eu une formation qui était bienvenue parce que le rôle qu'on veut donner à l'enseignant, c'est celui de perpétuer le message de l'OIM à l'intérieur des classes. En tout cas, nous, en tant qu'éducateurs, on est sensibilisés à la chose. L'OIM ne demande pas aux gens de ne pas partir, mais il faut savoir partir. Et lorsqu'on va, comme le projet est intitulé, il faut être vraiment conscient de tous les tenants et aboutissants de notre départ. Lorsqu'on va, il faut être conscient que lorsqu'on va de façon régulière, voilà ce qui peut arriver. Et lorsqu'on va de façon irrégulière, voilà ce qui peut arriver. La dimension que moi je souhaiterais soulever, c'est la dimension sociologique du projet de la migration même en tant que telle. Parce que on parle beaucoup de migration, mais on n'a pas touché le problème sociologique. Je pense que l'OIM gagnerait aussi à prendre vraiment cet aspect en compte. Parce que chez nous, il y a une chanson qui dernièrement disait « Mieux vaut mourir dans la mer
que de mourir devant ma mère ou la honte devant ma mère. Mieux vaut mourir dans la mer que la honte devant ma mère. C'est très profond sociologiquement. Ça montre que les gens qui vont n'ignorent pas le danger qu'ils courent. Ils savent très bien que soit tu gagnes tout, soit tu perds tout. Ben, quelqu'un qui n'a rien à perdre, ben, il va. Soit ça marche pas. Ça passe ou ça casse. Donc, des gens passent 6 mois à Misrata, chez Melia, mais ils sont là dans l'espoir qu'un jour ils vont pouvoir traverser. Et ils peuvent servir d'esclaves, ils font tout. Mais ils se disent qu'un jour, si ça marche, ben ça vaut mieux que quelqu'un qui est resté en train de travailler fonctionnaire clé en main pendant 30 ans. C'est vrai ou c'est faux? Bon, ça dépend de là où on se situe. Voilà, donc ça dépend de là où on se situe. Donc ça, c'est un problème. Donc au plan sociologique, il faut analyser la question de la migration, la diaspora. Lorsque on est dans une culture et que les gens estiment que ben, toi tu es là, tu n'as pas d'importance dans la famille, et que quelqu'un qui est parti, même qui est, bon, souvent les chiffres ont démontré hein, que les gens qui vont sont des alphabètes, qui savent lire et écrire, qu'ils ont des diplômes, qui travaillaient très souvent, mais ils vont malgré tout. Et il y a des gens qui vont, on le sait, hein, qui ne savent pas lire et écrire, mais qui rapportent mieux à la famille que quelqu'un qui est resté. Donc, du coup, on a un rapport à la migration, enfin du point de vue africain ou ivoirien, qui n'est pas forcément le point de vue que les autres voient. Donc, si on n'a pas travaillé sur ce plan sociologique, très souvent, nos campagnes de sensibilisation ne vont pas porter les fruits escomptés. Parce que la sensibilisation doit tenir compte du ressenti. Et tant qu'on ne tient pas compte de ça, ben, un enfant qui se lève, qui se dit je vais en Europe, soit je meurs, soit je deviens grand footballeur, un talent qui est découvert par un club, même si on me paye 800 000 francs CFA, mais c'est beaucoup d'argent en Côte d'Ivoire. Donc, il faut tenir compte de ces aspects sociologiques. Je pense que ça va nous aider, mais du point de vue des responsables que nous sommes, ce n'est pas ce que nous devons mettre en avant devant nos élèves. Il faut plutôt mettre en avant l'aspect risque, l'aspect qu'il est possible de se réaliser chez nous. Moi, je m'engage à le faire. Je le fais souvent, déjà dans mes classes. Mais je pense que chacun doit redoubler d'efforts pour faire ce travail-là, perpétuer ce message de sensibilisation, mais qu'on n'attende pas aussi les situations critiques pour se réveiller. Merci bien. Merci. Alors, je vais simplement vous rejoindre, bien sûr, sur les questions de sensibilisation et sur l'importance de la sensibilisation. En revanche, je vous demanderai simplement d'être prudent sur des faits dits sociologiques que vous avancez, parce que nous avons fait des études et sommes en contact au quotidien avec les personnes qui rentrent et qui nous relatent très précisément pourquoi ils sont partis, dans quelles conditions ils sont partis, dans quelles conditions ils sont rentrés. Donc, sur ce point-là, on s'est évertué à déconstruire un certain nombre de concepts qui sont très ancrés dans ce qu'on peut penser d'un point de vue extérieur. Mais je vous invite très simplement à un peu de retenue sur ces points-là, parce que ce sont des points qui ont été étudiés bien avant nous. Nous, on a les chiffres pour la Côte d'Ivoire, on a étudié pour la Côte d'Ivoire, mais ce sont des choses que l'on retrouve dans les pays avec lesquels on travaille aussi, qui tombent sur les mêmes types de résultats dans leurs études. Voilà. Sinon, effectivement, sur le volet sensibilisation, je vous rejoins absolument. Et on est heureux de savoir qu'il y a des professeurs déjà aussi soucieux de la thématique, parce que le fait qu'il y ait débat, c'est qu'il y a un vrai intérêt pour la thématique. Et si cela peut se transformer et se pérenniser
par un club ou une manière de sensibiliser sur la durée, on serait très heureux de pouvoir soutenir le lycée Nangué à Bourgois. Je vais peut-être laisser la parole à monsieur qui a demandé. Oui. Dans votre présentation, vous avez dit que l'OIM est en Côte d'Ivoire depuis, je crois, 2000, et que la Côte d'Ivoire est membre, de l'OIM effectivement depuis 2000, et que le bureau de l'OIM en Côte d'Ivoire est ouvert en 2001. Alors de 2001 à 2020 aujourd'hui, ça fait un bout de temps. Est-ce que l'OIM a pu faire un petit bilan de ses actions en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on essaie de peser un peu pour voir un peu si le message passe? Est-ce que le message de l'OIM est passé avec au moins 2 décennies d'existence, au moins sur le sol ivoirien? Est-ce que vous avez au moins eu le temps de faire ce petit point-là, ce petit bilan-là? Voilà. Et deuxièmement, j'aimerais savoir un peu, vu que le thème de migration intervient beaucoup dans ma discipline d'histoire-géographie, que ce soit au premier comme au second cycle, ces thèmes-là apparaissent dans les conflits que nous étudions et tout ça. Et souvent, il y a des confusions au niveau des missions des organes de l'ONU, par exemple le HCR et puis l'OIM. Est-ce que ces 2 organes-là ne se marchent pas un peu sur les pieds quand on sait que il y a l'exil souvent qui est un peu considéré comme une sorte de migration un peu forcée, un peu obligée? Est-ce que l'OIM et le HCR, je ne sais pas si les 2 missions sont un peu confondues ou bien se rejoignent au niveau du retour des exilés, ou encore comment est-ce qu'ils accompagnent ces personnes-là? Voilà, c'est là que... Merci. Pour ce qui concerne le bilan des actions, alors ce que je peux dire, c'est effectivement l'OIM a ouvert en 2001 ici, mais les actions de sensibilisation en ce sens ont commencé il y a 3 ans. Et on est en train de faire nos sondages et nos statistiques. Ce qui est difficile, si vous voulez, est de tracer effectivement les personnes qui partent ou qui repartent. Parce qu'on sait aussi qu'il y a des migrants de retour qui, après un certain moment, décident de repartir, de retenter la chance de nouveau par la voie irrégulière. En ce moment, on n'est pas capable de donner des chiffres précis sur ça, mais on a quand même des retours positifs par rapport aux actions de sensibilisation qu'on est en train de mener, surtout au niveau des communautés. Et surtout grâce à l'action des points focaux qu'on a dans différentes villes de la Côte d'Ivoire. C'est pas seulement à Abidjan, c'est à Daloa, à Korogo, à Bouaké et à San Pedro. Et on essaye d'élargir le réseau des points focaux pour essayer d'arriver à communiquer vraiment avec les communautés, à parler de ces sujets, à changer un peu la mentalité sur les faux mythes, et dans une manière qui ne vient pas forcément d'une institution comme l'ONU, qui peut sembler un peu, on peut dire, froid ou oui, éloigné et biaisé, si vous voulez, parce qu'on se rend compte que quand même il y a des préjugés aussi liés aux institutions internationales, mais c'est vraiment par le dialogue communautaire qui est possible d'échanger et de changer la mentalité. C'est surtout à ce niveau qu'on essaye d'agir. Après, on a aussi des activités comme l'activité d'aujourd'hui dans les lycées, un peu plus institutionnalisées, mais parce qu'on a pensé que c'était aussi important d'arriver dans ce genre d'institution. Et par rapport aux cours, ça serait très intéressant d'inclure le sujet des migrations dans le cours. On prend la suggestion, on va voir si on arrive à le suggérer aussi de notre côté dans des projets qu'on peut avoir dans le futur. Mais à ce point-là, c'est vraiment quelque chose d'institutionnalisé qui vient plutôt du gouvernement et pas forcément du côté de l'OIM. Mais on prend bien la suggestion. On sera bien content de dire qu'on a reçu ce genre de suggestions par les professeurs.
Et en dernier, la différence entre l'OIM et l'HCR. Alors, l'HCR, c'est l'agence des Nations Unies qui s'occupe des réfugiés. Vraiment, le mandat de l'HCR est centré sur toutes les questions liées aux réfugiés. Mais vous savez la différence entre un réfugié et un migrant. Une personne devient réfugiée pour plusieurs raisons, mais du moment qu'elle croise une frontière. Et il y a, je ne rentre pas dans les détails, mais il y a 5 critères pour être considéré des réfugiés. Et c'est effectivement l'HCR qui s'occupe de déclarer certaines personnes des réfugiés, de donner le statut de réfugié à certaines personnes qui se retrouvent dans les conditions qui sont parties du statut même. L'OIM s'occupe des migrations plus en général et comme on a vu au début, de la gestion des migrations et de l'information sur les migrations, de l'appui aux migrants vulnérables parfois qui ne sont pas forcément des réfugiés. Et on a effectivement parfois des actions qui se mélangent, se complètent aussi. On travaille avec la chaire dans plusieurs pays. On a juste des compétences un peu différentes et des tâches différentes selon le contexte surtout, parce que ça dépend beaucoup des pays. Mais les mandats sont différents. Et vraiment, l'HCR est l'agence des Nations Unies dédiée aux réfugiés. Ouais. Le statut des réfugiés, c'est un statut reconnu par le droit international, par la Convention de Genève et par les États signataires de la Convention. Parce que pas tous les États ont signé la Convention. Excusez-moi. En fait, je comprends bien, mais je vais dire, est-ce que par exemple, le retour de certains réfugiés vers leur pays, est-ce que l'OIM n'intervient pas un peu là? S'il s'agit effectivement des réfugiés, l'OIM peut intervenir aussi en partenariat avec la HCR. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire où il y a des réfugiés libériens, où aussi on a le retour des réfugiés ivoiriens en Côte d'Ivoire. Pour ça, l'OIM n'intervient pas beaucoup, parce que c'est vraiment l'HCR qui a un programme à ce niveau. Mais pour l'aspect, par exemple, des réfugiés libériens qui puissent être réinstallés, par exemple, dans un 3e État, voire les États-Unis ou le Canada, c'est l'HCR qui s'occupe d'identifier les personnes qui sont éligibles pour partir. Et l'OIM s'occupe, par exemple, de la partie plus logistique de l'organisation du voyage, des visites médicales et de tout ce qui est la préparation au départ, aussi avec des cours d'orientation culturelle, on les appelle, mais on travaille ensemble. Voilà, je pense qu'on vous a pris pas mal de temps. J'espère que, oui, particulièrement vous. J'espère que les échanges ont été riches, que vous avez appris des choses et que les documents qu'on vous a laissés auront éveillé votre curiosité et vous donneront envie d'approfondir la question. Nous, ici, on a donc cette idée-là de créer des clubs de sensibilisation, ou sinon de créer une branche de sensibilisation à travers des clubs peut-être déjà existants. Donc, sachez que cette proposition-là sera faite à la direction et que tout professeur désireux d'appuyer et de guider en tant que point focal pour ces clubs-là, ça pourrait vraiment nous aider, nous permettre de faire en sorte que les clubs qu'on a créés à travers le pays puissent
éventuellement se mettre en réseau. Donc ça, c'est notre manière d'essayer de voir cette cause-là perdurer. Et en fonction de la volonté de chacun à le faire, on espère qu'on pourra mener d'autres actions de ce type. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on a sensibilisé un certain nombre d'élèves dont on espère qu'ils seront en mesure de restituer les échanges à leurs camarades, mais c'est des choses qui doivent se répéter dans le temps, des messages qui doivent se répéter dans le temps pour véritablement être intégrés. Donc, un grand merci à tout le monde. Un grand merci à Monsieur Nyogbo pour toute la coordination. Et voilà, si vous avez des questions en aparté, on est encore là pour échanger les contacts, quelques questions, etc. Mais pour ce qui est de l'activité en elle-même, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on peut la clôturer. Voilà. Et s'applaudir, bien entendu.